Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Wikeko. À cœur ouvert, le président de la République a parlé à ses concitoyens. Il a parlé de ses grandes réformes, de ses visions pour le Bénin prospère. Que retenir de ce grand oral? Nous y reviendrons en décryptage. Et juste après, en dossier de la semaine, nous parlerons de la mode avec un styliste béninois de renommée internationale. Nous parlerons en effet de l'initiative gouvernementale de faire du mois de juillet le mois de la mode au Bénin. Allez, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour suivre cette émission que nous démarrons tout de suite par le mini-journal présenté par Estelle Espérance Oropazo. Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-journal. Le 30 juillet 2013, Bénin Business V4 démarrait ses émissions. La deuxième télévision du service public faisait ainsi ses premiers pas dans l'univers médiatique. Depuis le temps, elle a grandi. 5 années sont déjà passées, mais des défis restent encore à relever. Noce de bois pour BB24, c'est un magazine de Patrick Adjaboujou. Je suis une habituée de BB24. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Bébé Matin. Pourquoi le Bénin fait souvent recours à d'autres pays pour satisfaire le marché du petit ruminant? Comme le disait... Bénin Business 24, la deuxième chaîne de télévision du service public. Nous étions le 30 juillet 2013, date de sa naissance. Bébé 24 émet ses premières émissions dans l'espace médiatique du Bénin. Monétaire et d'évaluation, c'est ce que nous propose Ronald Robinson dans son sujet sur la dévaluation. Une monnaie est dépréciée quand son taux de change baisse vis-à-vis d'une ou de plusieurs autres monnaies. BB24, le développement est notre affaire. Depuis sa naissance, elle a progressivement grandi, même si ses programmes ne sont pas très connus du public. BB24 de nom, mais qu'est-ce qui fait sa différence? Quelle est son implantation dans le pays? Qu'est-ce qu'ils font de particulier? Ce n'est pas évident pour moi. BB24 investit pour promouvoir l'économie locale et révéler le savoir-faire des artisans de toutes catégories socio-professionnelles et des acteurs du tissu économique. J'aime tout ce que vous faites. Vous savez, le fait de prendre les gens pour qu'ils expliquent un peu ce qu'ils font, fait de nous ce que nous sommes. Quand vous allez sur BB24 et que vous finissez, il y a des gens qui vous appellent, on vous a vu sur la télé BB24 et puis les encouragements font que vous vous efforcez à grandir de plus dans ce que vous faites. Bénin Business 24 est la télévision des grandes productions et documentaires du service public. Pour s'imposer comme un média de référence, des défis restent encore à relever. Je voudrais que BV4 innove, crée d'autres émissions, beaucoup plus pour la jeunesse, à l'éducation des enfants, parce que c'est les enfants d'aujourd'hui qui deviennent des hommes de demain. BV24 ne doit pas continuer de diffuser rien que les anciens reportages, mais doit faire l'effort d'aller beaucoup plus encore sur le terrain et ça va booster véritablement l'audience de BB24. L'image, comme je l'ai dit, elle est relativement échancrée, elle n'est pas suffisamment nette, même quand on est en HD, on constate que l'image, c'est comme si l'image n'est pas diffusée en HD, elle n'est pas très nette sur les télés. Quelques décors qu'on amène, les décors paraissent un tout petit peu ternes. 30 juillet 2018, c'est l'anniversaire de BB24. BB24, télévision Tigan. Bon anniversaire. Je dirais BB24, bon anniversaire, bon courage et l'avenir vous appartient. Je respire. Moi, pour gagner... Alors je voudrais que BB24, dans ce monde de technologie où il y a tout, que BB24 se force, se forge et surmonte tous ces handicaps. Je dirais à BB24, bravo et courage pour l'avenir. Bon anniversaire. 5 ans de vie, le chemin parcouru est semé d'embûches et d'obstacles. Bénin Business 24
est attendu plus loin. C'est une chaîne qu'il faut aujourd'hui rendre internationale. Un bilan positif, c'est ce qu'on peut retenir au niveau des douanes béninoises. Malgré la crise et un contexte économique très difficile, le Bénin a connu en 2017 une augmentation significative des recettes douanières. Ceci avec un accroissement de plus de 24 milliards de francs CFA. Une bonne nouvelle pour le pays. Mais avant ce résultat, il y a eu en amont une équipe dynamique. Le directeur du bureau particulier des douanes donne plus de détails au micro de Marcel Arrossi. Avant 1970, la procédure d'enlèvement des marchandises mise en place amenait les usagers à se déplacer vers les guichets du Trésor public pour payer les droits et taxes afférents à l'enlèvement de leurs marchandises. Mais le rendement de ce système, le rendement de cette organisation était à un moment donné devenu totalement médiocre, et ça a d'ailleurs suscité à l'époque une levée de boucliers. C'est ce qui a amené le gouvernement d'alors à faire des unités douanières des postes comptables secondaires. Mais la conjoncture politique de 1977, caractérisée par l'agression de notre pays le 16 janvier 1977, a amené les autorités politiques à intégrer l'administration des douanes aux forces armées béninoises pour renforcer davantage la sécurité nationale. Si organiquement, l'administration des douanes béninoises relève du ministère de la Défense nationale, fonctionnellement, elle demeure sous la tutelle du ministère en charge de l'économie nationale. À la faveur du renouveau démocratique, la Conférence nationale de 1990 a diagnostiqué tous les maux dont souffre l'administration des douanes et a instruit à l'effet de prendre toutes les dispositions pour que la douane ne relève plus que du ministère de l'économie et des finances. Et depuis l'année dernière, notre administration, à travers ces réformes, a été également certifiée ISO 9001 version 2008. La place de l'Étoile Rouge, c'est un patrimoine à la fois historique et touristique pour le Bénin. Ce n'est donc pas un hasard si le gouvernement de la rupture a choisi cette année encore d'y célébrer la fête nationale. L'Étoile Rouge a son histoire que Mathieu Sokenou et Arnaud Adadia nous retracent à travers ce reportage. La place de l'Étoile Rouge est le fruit de l'ingéniosité de l'architecte béninois Paul Nyangeno. C'est une forme de matérialisation des révélations des sciences divinatoires sur le Dahomey, devenu République du Bénin, voulu par le gouvernement militaire révolutionnaire de 1975. Il faut rappeler que le 30 novembre 1975, il a été fondé le Parti de la Révolution populaire du Bénin. Son drapeau était un drapeau rouge, l'étoile dorée. La République populaire du Bénin a été fondée le même jour, le 30 novembre 1975. Son drapeau était vert et l'étoile était rouge. C'est justement ce drapeau de la nation béninoise nouvellement fondée qui a été magnifié à travers la place de l'Étoile Rouge. À l'époque, le commandant Mathieu Kérékou dirigeait le GMR. Le Dahomey devient République populaire du Bénin avec une nouvelle idéologie. Vous avez vu, c'est conçu avec un homme qui a la roue à la main. C'est le symbole de l'agriculture, le symbole de la révolution verte, le symbole de l'unité pour dire que par l'agriculture, le peuple peut sortir du sous-développement, le peuple peut s'enrichir. Et la roue était ce symbole qui a permis, n'est-ce pas, aux populations béninoises de pouvoir considérer que la terre ne ment pas. De par la terre, on peut tirer toutes les richesses pour le développement humain. À partir de ce moment, la place de l'Étoile Rouge devient l'orgueil de toute une nation.
Donc l'étoile rouge étant l'expression de l'incandescence de la révolution et de l'esprit de sacrifice des révolutionnaires et de tous ceux qui veulent se sacrifier pour leur patrie. Nous dirons tout simplement que la place de l'étoile rouge représente pour le Bénin ce que la Tour Eiffel pourrait représenter pour la France. Parce que quand vous voyez la Tour Eiffel à Paris, on la projette, on a toujours l'idée sur la France. Et quand on projette la place de l'étoile rouge à Cotonou pour le Bénin, on ne voit que le Bénin. Mais comment se présentait l'endroit aujourd'hui entièrement valorisé? La place de l'Étoile Rouge, c'est à la croisière de 4 quartiers. Cette place servait à recueillir, si vous le voulez, les excréments. Parce que quand nous, on était petits, on n'avait pas de toilettes. Et il y avait le choléra qui venait de manière répétitive. C'est bien après. Parce que les bas-fonds qui étaient dans tous ces quartiers-là, à Gontikon et environ, recevaient les excréments. Donc tout ceci a été nettoyé. Le gouvernement révolutionnaire militaire avait fait un travail extraordinaire en creusant, en enlevant et en remettant la place de l'Étoile Rouge. L'érection de la place de l'Étoile Rouge, symbole représentatif de l'Étoile Rouge du drapeau vert frappé d'une étoile à 5 branches, a très tôt permis la naissance des coopératives scolaires de production dans les différentes écoles de la République populaire du Bénin. Fin de ce mini-journal. Merci de l'avoir suivi et à dimanche prochain. À dimanche prochain, Estelle Pazot. À présent, la revue de presse économique de la semaine. Inconditionnel téléspectateur de BB24, c'est un réel plaisir de vous savoir fidèle à la revue de presse sur Wikeco. La première actualité qui a retenu notre attention a également intéressé le quotidien L'Économiste. Le journal nous apprend que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a désormais un personnel pour l'animer. Le dernier Conseil des ministres a en effet nommé le président de cette juridiction spéciale ainsi que les juges et procureurs. Ils sont au total 16 magistrats qui auront la charge d'asseoir la légitimité de cette nouvelle cour dans un contexte politico-juridique marqué par la lutte contre la délinquance économique. Pendant ce temps, le projet asphaltage dans les villes du Bénin est entré dans sa phase active. Jeudi dernier, les autorités communales concéderont, et pour toute la durée du chantier, les sites aux entreprises commises à l'exécution avec la mise en œuvre du projet. C'est le développement des grandes villes du Bénin qui est ainsi lancé. D'une actualité à l'autre, le quotidien Le Progrès s'intéresse à la proposition de loi portant enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil. Ce grand pas posé par les élus de la 7e législature va permettre à des milliers de Béninois de bénéficier dans les mois à venir des actes de naissance et des jugements supplétifs dans les règles de l'art au sein des administrations communales. Du Bénin au Togo, Muhammadu Buhari succède à Faure Gnassingbé à la tête de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Outre l'élection de Muhammadu Buhari, les dirigeants ouest-africains ont décidé de tenir leur 54e session ordinaire en décembre 2018 à Abuja, au Nigeria. Les autres décisions du sommet portent sur la libre circulation des personnes et des biens, les accords de partenariat économique entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne, la réforme institutionnelle de la CEDEAO, les défis sécuritaires dans l'espace communautaire et la création de l'Union monétaire. Fin de cette randonnée informative glanée entre les lignes de la presse écrite béninoise. À bientôt pour de nouvelles informations. Merci. Dans un instant, le décryptage avec mes confrères qui sont déjà ici. Juste après cette transition, nous allons bien sûr revenir sur le grand oral du président de la République en marge des festivités du 1er août 2018.
Et ils sont là, Armel de Soukago, bonjour. Bonjour. La pleine forme. Ça va. Josué Fortuné Merwenou, bonjour. Bonjour Roch. La pleine forme aussi. Absolument, bonjour aux téléspectatrices et aux téléspectateurs qui nous suivent. Apparemment, vous semblez un peu épuisé, ce sont les fêtes? Non, pas du tout, je suis un peu grippé, mais là, ça va aller. D'accord, ça ira. Vous avez suivi le grand oral du chef de l'État, l'émission À cœur ouvert, dans laquelle le chef de l'État s'est adressé à ses concitoyens. Dites-nous de tous les sujets qu'il a eu à aborder, est-ce que vous avez l'impression qu'il vous a convaincu? Est-ce que j'ai l'impression qu'il m'a convaincu? Non, je crois plutôt qu'on a écouté un chef d'État qui, comme à ses habitudes, paraît assez sûr de lui, assez serein, certain que les réformes qu'il a décidé d'impulser à son pays seront effectives, rentreront dans la réalité. Malgré tout ce qui se dit, malgré cette sorte d'incrédulité-là qui frappe son programme d'action et les nombreuses réalisations qu'il a annoncées pour les Béninois depuis quelques années, on sent quand même que l'homme reste égal à lui-même, serein, sûr et certain qu'il y arrivera. Et je crois par rapport à ça, il a dit une phrase qui me semble-t-il assez importante. Il a dit qu'il a l'intention de rentrer dans l'histoire de notre pays par la grande porte. On attend de le voir. On a encore quelques mois, pour ne pas dire quelques années, pour apprécier si effectivement cette assurance-là que le président Patrice Talon a pris l'habitude d'afficher chaque fois sera effective. Donc on comprend que vous avez été séduit par son discours, puisqu'il est resté toujours égal à lui-même, tel que vous l'avez dit. Armel de Soukago, dites-nous, est-ce que vous avez senti dans les propos du chef de l'État une sorte de sincérité, une sorte de détermination à changer les paradigmes qui arrièrent le développement du Bénin? Détermination, oui. Sincérité, pas totalement évident, simplement parce que le discours politique, c'est un discours qui est souvent teinté de langue de bois. Cela ne saurait être autrement. Lorsque le politique commence à parler un langage de vérité et franc, il fait comme Sankara en 1984 qui a dit toute la vérité au président de l'ONU et qui, à 4 ans, s'est retrouvé assassiné. Et dans le même temps, lorsque vous voyez Mobutu en octobre 1914 dire avec toute l'hypocrisie une bonne vérité qui n'a jamais suivi dans le comportement, parce que lorsque vous écoutez le discours et vous lisez dans l'histoire le comportement qui a été le sien pendant la gestion du pouvoir, vous comprenez qu'il y a suffisamment d'hypocrisie. Pour revenir... Mais on peut quand même lui prêter bonne foi. Pour revenir à ce que nous disons, je crois quand même que pour apprécier le discours, il faut voir deux choses. Il faut voir le discours, il faut voir la tenue et le contenu. La tenue dans la mesure, dans la posture du chef de l'État. Le chef de l'État était dans une très belle posture, serein comme il a dit, mais pas serein d'habitude, parce qu'il faut se rappeler qu'au lendemain du 4 avril 2017, la première sortie du chef de l'État, ce n'était pas une sortie où il paraissait serein et droit dans ses bottes, non. Et donc, ce n'était pas d'habitude, mais cette fois-ci, j'ai retrouvé un chef d'État qui était très bien dans sa posture, dans la tenue comme dans la tenure. Le chef de l'État était dans une belle posture, il avait le ton qu'il faut, il avait le ton grave lorsqu'il le faut, il avait le sourire lorsqu'il le faut. Et donc, dans la tenue, le chef de l'État avait fait une belle prestation. Mais dans le contenu, oui, d'abord, comme je l'ai dit, le chef de l'État, c'est un homme politique. Parce que lorsque vous passez par une élection présidentielle, c'est un peu comme si c'était un concours des politiciens et vous avez été le premier, même si vous n'êtes pas le plus brillant, mais vous avez été quand même le premier. Et un discours politique, le politique, c'est d'abord la langue de bois, le mot choisi pour la stratégie et tout. Et donc, à des moments donnés, le chef de l'État a fait un peu dans la langue de bois, ce qui quand même paraît logique. D'accord. Très bien. Josué, vous savez, pour mieux analyser à fond cet exercice du chef de l'État, nous allons prendre quelques secteurs vitaux. Nous commençons par la santé. Il a annoncé son intention de vouloir recruter des prestataires en gestion hospitalière pour désormais gérer quelques hôpitaux de notre pays. Est-ce que vous pensez que c'est déjà une garantie pour restaurer l'esprit du service public, l'esprit de ce sentiment d'aller se faire soigner et d'avoir guérison dans les hôpitaux publics? Je pense que nous étions nombreux en tant que Béninois à nous offusquer lorsque quelques semaines après son élection, le président Patrice Talon est allé dire dans un pays, la France pour ne pas le nommer,
que dans notre pays, il y avait un désert de compétences. C'est vrai qu'on peut s'offusquer de cela, mais à vrai dire, il n'y a peut-être pas vraiment un désert de compétences, mais ce qu'il y a, c'est des compétences mal exploitées ou des compétences qui s'offrent mal. Je pense que c'est un peu cela. Lorsqu'il parle de recrutement d'un prestataire, tout de suite, tout le monde peut s'imaginer que ce prestataire viendra certainement de l'extérieur parce qu'il a dit qu'il viendra installer un logiciel pour mouler justement les praticiens hospitaliers. Ça va de soi. Ça nous embête que tout le temps on fasse appel à des expatriés pour venir en renfort, pour venir appuyer tel ou tel secteur. Mais c'est d'abord la faute à nous-mêmes. Vous savez que le chef de l'État a décidé de la mise en affermage. Pourquoi en est-on arrivé à décider de mettre des hôpitaux publics en affermage? Tout simplement parce que ceux qui y travaillent n'ont pas la conscience professionnelle qu'il faut, ne font pas le travail comme cela se doit, ne gèrent pas comme cela se doit. Et vous observez une certaine constance dans les propos du chef de l'État, c'est qu'il semble assez déterminé à ce qu'il y ait une utilisation assez judicieuse des ressources de l'État. À partir de ce moment-là, même si c'est la mode dans l'âme, on est obligé de lui concéder le fait que de temps en temps, il fasse appel à des compétences extérieures pour venir renforcer ce qui se fait au pays, dès lors que ceux qui sont appelés à cette tâche-là ne le font pas avec le patriotisme, avec la conscience professionnelle qui est exprimée. Sinon, vous imaginez que dans un secteur comme la santé, et on est obligé d'en arriver là. Vous avez vu, pendant son émission, le chef d'État a même donné des exemples précis. Tout à fait. De ce monsieur à qui on aurait placé et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Je suppose que c'est parce que c'est un fait avéré que le président de la République lui-même vient parler sur un plateau d'émission. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a des vies humaines qu'on perd comme ça tous les jours parce que tel ou tel. Donc, il faut rappeler à ceux qui sont concernés qu'avant toute chose, il faut la conscience professionnelle. Mais au-delà, et je vais faire la décision sur ça, pour moi, la solution n'est pas systématiquement d'aller à chaque fois chercher les ressources extérieures. Parce que dans les universités béninoises, il y a des gens qui sont formés en gestion hospitalière. Exactement. Les ressources extérieures vont venir, faire le temps qu'il faudra peut-être, donner les résultats qu'on attend d'eux, mais après ils vont repartir. Mais est-ce que pendant ce temps, les nôtres auront acquis l'amabilité qu'il faut pour être à la tâche comme cela se doit? C'est l'objectif selon le chef de l'État. C'est une solution, me semble-t-il, un peu trop facile. C'est vrai que c'est une solution à un problème récurrent, mais elle est un peu trop facile. Je pense qu'il faut aller au-delà, trouver une solution définitive pour corriger le mal, parce que c'est comme si on mettait de l'anesthésie pour calmer une douleur et que dans les instants ou dans les mois qui suivront, la douleur ressurgir de plus belle. D'accord. Amel Dosougago, recruter ou se faire payer les services d'un prestataire, est-ce déjà un gage pour une bonne prise en charge dans nos hôpitaux? C'est deux choses qu'il faut voir. La première chose, c'est que le coût des soins. La deuxième chose, la prise en charge du privé peut améliorer aussi la qualité. C'est deux choses. Soit on peut craindre d'avoir le coût et ne pas forcément avoir la qualité. Parce que quand vous allez dans nos hôpitaux privés, vous n'avez pas forcément la qualité. Vous avez le coût, mais vous n'avez pas forcément la qualité. C'est-à-dire vous avez des gadgets, les murs sont bien peints. Oui, les murs sont bien peints. N'est-ce pas le contraire? Non, attention. Écoutez bien ce que je dis. Lorsque vous allez dans le privé, on vous accueille très bien. Vous voyez que le local est bien, il y a du carreau bien nettoyé et tout. Mais est-ce que dans le fond, parce que par fini, vous constatez que quand les cas s'aggravent, on revient toujours au CNHU. Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas comme l'hôpital de référence ou à l'hôpital des armées? Mais s'il y avait si tant la compétence ou la qualité dans les privés, je pense que ça doit être l'effet inverse. Mais justement, ce sont dans ces privés... Non, je viendrai à votre question. Ce qu'on nous vend dans le privé, c'est beaucoup plus les gadgets. C'est-à-dire le local qui est bien. Je ne suis pas totalement d'accord. Au contraire, c'est dans les cliniques que l'on retrouve les compétences qui... Est-ce que vous me permettez de finir? Ok, allez-y. Et donc, vous avez aussi, au niveau de la prise en charge, vous avez des gens qui s'occupent bien de vous. Mais ce n'est pas toujours évident, je dis bien, ce n'est pas toujours évident que les soins plutôt soient d'aussi grande qualité qu'on fait croire par ces gadgets. C'est ce que je veux faire. Mais je ne veux pas dire que systématiquement, que ce soit dans le privé ou dans le public, on n'a pas de bons soins, on a de bons soins. Qu'est-ce que je veux dire par là, par votre question? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce n'est pas forcément un gage que lorsque le privé va prendre, ça va être systématiquement bon. Ok, très bien. Cependant,
Et le fait que ce soit mixte, c'est-à-dire que le privé va prendre sous l'œil vigilant de l'État, ça pourrait changer quelque chose. Ok, d'accord. Merci. On va pas... Moi, je pense plutôt que le privé qui vient avec un cahier de charges précis. Tout à fait. Sera évalué et certainement rémunéré également sur la base de son cahier de charges. Donc, à partir de ce moment, je pense que le privé à qui on fait appel ne fera que dans les résultats. Merci pour la précision. Il y a une chose, il va falloir choisir entre le coût et la qualité du soin. Je pense que la santé n'a pas de prix. Oui, pour la santé n'a pas de prix. Joseph Fortuné, nous allons parler d'un autre sujet. On ne va pas rester seulement sur la santé. Le chef de l'État a annoncé également sa volonté de combattre la contrebande de l'essence à travers l'accompagnement des acteurs. Pensez-vous qu'il est en train de vouloir gagner un pari que ses prédécesseurs n'ont pas pu gagner avec les mesures qu'il a mises en place? Il a dit ne pas vouloir combattre la vente de l'essence, mais réglementer le secteur. Et ils auraient déjà recensé les acteurs qui y sont. Je suis tenté de dire sur ce coup oui. Oui, parce qu'effectivement, on est tous d'accord aujourd'hui qu'on ne peut pas dire qu'on est en train d'éradiquer la lutte contre le paillote, dire qu'on veut supprimer totalement l'essence de contrebande. Je pense que c'est ce qu'on peut par contre arranger, c'est ça qui a commencé par être fait, c'est d'éviter le spectacle désolant des bouteilles qu'on aligne tout au long des voies publiques et qui, à la petite étincelle, peut embraser des choses inimaginables. Et par rapport à la proposition du chef de l'État, je la trouve pertinente parce que la question qu'il fallait se poser, c'est certainement ça que les dirigeants qui l'ont précédé ne se sont pas posés. Quel est le sort de ceux qui sont dans ce secteur, même si c'est un secteur informel? Parce qu'ils sont des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers de millions. Il n'y a pas cette commune-là aujourd'hui, sur les 177 que compte notre commune, où on n'a pas des vendeurs d'essence de contrebande. Donc, la solution n'était pas de les chasser pour dire, dégagez, on ne veut pas vous voir, ne faites pas le commerce. Mais de leur trouver une alternative de reconversion. Et si les acteurs eux-mêmes adhèrent à cette alternative-là du chef de l'État qui consiste à dire on vous trouve des équipements pour que vous exposez moins vos vies, que vous menacez moins la vie des autres et l'environnement et que vous continuez pas à faire votre activité dans un cadre un peu plus organisé. Je trouve que c'est assez pertinent. Dans le même temps, le problème que ça résout, c'est que ça nous permet à nous autres, qui sommes habitués à prendre de l'essence au bord de la voie, de savoir que désormais, à défaut des stations qui malheureusement ne se trouvent pas un peu partout, surtout des temps du territoire national, on peut se ranger vers ces messieurs-là qui nous servaient à la bouteille, qui ont désormais des équipements un peu plus modernes et faire avec. Merci. Pensez-vous qu'il parviendra à bout de ce commerce illicite de l'essence de la contrebande? On a déjà mené ce débat là plusieurs fois ici et j'ai été catégorique là-dessus. Il n'y a pas de problème sans solution, il suffit d'y réfléchir. Et à partir de ce moment, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas régler ce problème. Il n'y a aucun problème qu'on ne peut pas régler avec les outils que nous avons aujourd'hui, les études que nous pouvons faire, la statistique, la planification, tout le reste. Cependant, il faut adapter chaque solution à chaque réalité et à nos réalités. Comme l'a dit José, nous sommes tous habitués, bon, enfin, les gens sont habitués, je ne vais pas dire nous sommes tous parce que c'est un aveu d'infraction. De toute façon, non. Aveu d'infraction, oui, tout le monde sait. Nous servons tous à la bouteille, il n'y a pas de souci. Non, tu te sais. D'accord. Je ne suis jamais allé là-bas avec toi. Non, vous n'aurez pas le procureur spécial sur votre dos. Je reste là-dessus. José, lui, s'approvisionne là. D'accord. Moi, je n'ai pas encore dit là où je m'approvisionne. Donc, je disais tantôt qu'on peut trouver des solutions. Et je crois qu'on ne va pas trouver de solution dans la précipitation, on ne va pas trouver de solution dans la chasse aux sorcières, on ne va pas trouver de solution en tapant les gens, mais on va trouver des solutions lorsqu'on va réfléchir, lorsqu'on va prendre des dispositions, comme le chef de l'État est en train de le prévoir. Il y a peut-être des choses qu'il faut améliorer dans ce que le chef de l'État est en train de proposer, mais je crois que nous sommes déjà sur la bonne voie lorsque le chef de l'État pense qu'il faut y réfléchir, il faut trouver la solution et ne surtout pas oublier ceux qui aujourd'hui se nourrissent de cette filière. Très bien. Dernier sujet, c'est vrai qu'on me fait de grands gestes de l'autre côté, mais je voudrais quand même qu'on dise un mot sur cette volonté également de faire former les enseignants. Parce qu'aujourd'hui, il s'est avéré que le niveau des enfants à l'école primaire, au secondaire et à l'université également a chuté. Le chef de l'État a décidé aujourd'hui à taper du poing sur la table en envoyant en formation justement ceux qui sont chargés de donner l'éducation à ces enfants. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas une bonne chose, ça? Je ne dirais pas exactement, je n'emploierai pas exactement les thèmes que vous avez employés, mais il faut quand même reconnaître plutôt que c'est l'un des points de satisfaction du discours du chef de l'État, du débat, de la discussion du chef de l'État,
Sur la question de l'éducation, le chef de l'État a donné nettement l'impression de maîtriser son sujet. Il a sorti des chiffres qui sont vrais. Et je vais corroborer ce que le chef de l'État a dit. Je me rappelle que le professeur Aïe, propriétaire d'un établissement privé, enfin je ne vais pas appeler le nom, qui disait sur l'éclairage plutôt, l'émission de la radio, que les Gabonais et les Nigérians en veulent aux Béninois parce qu'ils donnent des diplômes sans contenu aux étudiants qui viennent étudier ici. Et comme ça, ils sont en train de déstructurer, de désarticuler leur économie, l'économie de ces pays. C'est pour apporter de l'eau, enfin, c'est pour corroborer ce que le chef de l'État a dit, pour dire que je ne sais pas, c'est discutable, je ne sais pas si c'est la solution qu'ils ont trouvée, mais je pense qu'il y a lieu de se pencher sur la qualité de l'enseignement au Bénin. Ça, c'est indéniable. D'accord. Vous pensez aussi la même chose? C'est indiscutable. C'est indiscutable qu'aujourd'hui, il faut revoir de fond en comble le système, surtout en ce qui concerne la formation et les prestations que rendent, je ne dirais pas tout le monde, mais que rendent certains acteurs, certains enseignants du système éducatif de notre pays. Merci. Merci à vous, Marie-Allo, qui est elle-même, Christelle Sagouran, qui est venue me faire de grands gestes. C'est vrai qu'on aurait pu continuer à décrypter ce grand oral du chef de l'État, mais en télévision, c'est une question de temps. Merci à vous, Josué Fortuné Merouenou. Merci également à vous, Armel Dossoukago, d'être passé décrypter ce discours du chef de l'État, cette émission du chef de l'État. Et tout de suite, nous allons enchaîner avec le dossier de la semaine pour parler justement de la mode. Le 31 juillet dernier a eu lieu pour la toute première fois la soirée de la mode de l'indépendance et ce sera ainsi désormais chaque année. Le mois de juillet sera aussi le mois de la mode au Bénin, mais comment sera-t-il meublé pour véritablement impacter le secteur? Nous en parlerons, mais avant je vais vous inviter à suivre, à vous rincer les yeux avec quelques images justement de cette soirée de la mode. Sur l'estrade majestueusement éclairée, des silhouettes lumineuses aux couleurs du patrimoine vestimentaire béninois. Des créations de stylistes du Bénin, mues par diverses inspirations, mais dont les traits unitifs se rapportent à la valorisation de la culture locale. « 24 créateurs de mode ont présenté leur collection à un public cosmopolite et connaisseur. Une société de consommation de plus en plus exigeante et pointilleuse sur la créativité. Lolo Andoche, J.B. Rouyovi, Didier Fabrice, Pépite Adé et autres grands noms de la mode béninoise ont fait défiler plus d'une trentaine de mannequins. Paille tissée, soie, dentelle, chacun d'eux a sublimé sa muse sur une matière spécifique. De quoi faire frémir les prunelles, manifestement tombées sous le charme. C'était formidable, c'est un grand pas pour la mode béninoise et tout. Moi, je suis burkinabé, mais j'ai adoré. Moi, j'ai beaucoup aimé les couleurs, l'esprit qui s'en dégage, parce qu'en Europe, on n'a pas tant de couleurs dans les défilés. Là, c'est vraiment, on en prend plein la vue. C'est ce qu'on veut voir quand on vient au Bénin. C'est fantastique. J'ai vraiment apprécié. C'est-à-dire que d'une collection à l'autre, on avait vraiment des univers différents. Et je suis ravie que nous ayons pu relever ce défi et que tous mes collègues aient vraiment présenté de magnifiques tenues. La nuit de la mode, un événement qui intègre désormais l'agenda culturel du Bénin. À travers cette première édition, c'est le Bénin culturel qui se révèle. Une identité qui se revendique et surtout le triomphe d'un métissage construit aux frontières d'une tradition inépuisable et d'une modernité toujours à l'affût de nouvelles sensations. Voilà, de très belles images, de quoi se rincer vraiment les yeux. Et nous recevons notre styliste béninois de renommée internationale, Jean-Baptiste Rouyovi. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse vous-même vous présenter à nos téléspectateurs. C'est Jean-Baptiste Rouyovi, je suis créateur de mode, inventeur du tissu de Nachi.
et bientôt l'invention d'une broderie au cordonnage. Très bien. Vous avez vu quelques images. Oui, merci donc pour ce complément de présentation. Et pour m'accompagner justement dans cet entretien avec vous, j'ai à mes côtés mon collègue Marcel Akhorsi. Bonjour Marcel. Bonjour. La pleine femme aussi. Bien sûr. Donc parlons de la mode. Oui, avec Jean-Baptiste Ronyovi. Bonjour. Bonjour. Au-delà des marques, les professionnels de ce secteur sont eux aussi de plus en plus nombreux. Le secteur de la mode semble être porteur au Bénin. Bon, on grouille, on se bat, mais ce n'est pas encore le bout du tunnel. Mais ça semble que pour le programme que j'entends voir du gouvernement, le chemin est en train d'être bien validé parce que quelque part, la connaissance, le défilé, tout, mais il y a une organisation du développement et de l'industrie qui doit se mettre en place pour que nous puissions rester à Cotonou, vendre en Angola et vendre en Afrique du Sud. On peut avoir la connaissance, on peut avoir la création, on peut avoir le textile, oui. Mais de l'atelier au corps des clients, oui. Il y a tout un mouvement qui n'est pas encore enclenché. Ça me permet de vous demander, oui. C'est quoi concrètement la mode? Bon, la mode c'est quoi? La mode c'est un courant qui vient, qui s'en va, peut revenir, et il y a des tendances. Bon, le Bénin, la mode n'est pas culturelle, ça part d'une culture designé sur le contexte international ou l'universalité pour que ça devienne un vecteur de mode. Est-ce que cela dépend d'une génération à une autre? Ah si. Les bas d'éléphant ne sont plus, ça peut revenir, mais ils ne sont plus à la mode maintenant. Et aujourd'hui, le foulard chez les femmes de la sous-région du Nigeria vers ça prend. C'est comme ça que c'est ça la mode. Ce n'est pas faire le wash peut être à la mode pour un temps et s'en va. Donc c'est ça la mode. Si ce n'est pas un mouvement qui fait vague, ce n'est pas la mode. Mais la mode, c'est une tendance vestimentaire par laquelle on peut identifier les ressortissants d'un pays. Lorsqu'on voit des Ivoiriens s'habiller, par exemple, les Burkinabés, les Mauritaniens, même les Nigériens, on sait à peu près. Est-ce qu'au Bénin, ici, nous pouvons savoir à travers l'habillement de telle personne? La mode, ce n'est pas ce que vous dites là. Ce que je dis, c'est quoi? C'est le vêtement d'une région ou d'une culture. La mode, c'est-à-dire que quand on parle de mode, quand vous faites un vêtement, même si vous partez de votre culture, le japonais doit se sentir capable de porter. D'accord. Si on dit que vous achetez la tôle chinoise ou bien le vêtement de la femme chinoise, vous l'offrez à votre femme, elle ne va jamais porter. Donc ça veut dire que ça, ce n'est pas mode. La mode, c'est ce que toutes les nations vont porter sans être acculturé, sans se voir dans la culture de l'autre. Maintenant, le mouvement vêtement, c'est de ça que vous parlez. Ce n'est pas le mode. mouvement vêtement. Oui. C'est-à-dire que le vêtement, tout le monde a sa culture. Ce que tu as porté là, par exemple, une personne, ça vient de la zone Yoruba, mais le gens de Parakou ne va pas porter ça. Et pourquoi? Oui, parce que moi, il entre dans ta culture. Je ne suis pas Yoruba. Non, écoutez, je l'ai porté. Je te dis, si c'est un mouvement de mode dans notre sous-région, bon, ils vont. Mais souvent, nous, on rencontre quoi? Ils disent, bon, ce chapeau, moi, je ne vais jamais porter. Parce que ça semble être d'une culture et ce n'est pas encore une tendance mode. Mais les gens de cette culture vont vouloir porter pour que ça fasse promotion de leur culture. Mais ce n'est pas mode. D'accord. Donc la mode doit enlever complètement l'ancrage d'une culture et l'universalité ou bien la vague. En parlant donc de mode, l'identité n'est donc pas en question. Non, l'identité, si vous travaillez dessus, ça peut. L'identité dans la mode, c'est comme moi, mon identité, c'est le naté. Coco Chanel, son identité, ce sont les tissus mèches. Un peu comme ce que j'ai porté. Voilà. Donc, il faut dire il faut tout faire pour que le moment que vous êtes en train de dire mode là, que ça soit
C'est comme je dis, le ganko, à Djakin, que les dames apportent, mais le nom portait avant là. Ouais. C'est ça que les Otsumabé ont porté, la banane. Ouais. La mode était là, mais ça vient de Adjakin. D'accord. Revenons maintenant à l'industrie même de la mode. En la matière, les mannequins constituent, on dirait, de véritables influenceurs. Bon, en fait, on choisit des silhouettes qui peuvent s'imposer, qui ont une morphologie étudiée, c'est-à-dire proportion, poitrine, taille, bassin, et ont de la velouté ou bien de la grâce, c'est-à-dire que toutes les femmes ne peuvent pas être mannequin. C'est-à-dire qu'il y en a, même si elles mettent un paille, elles vont vous séduire. Donc c'est ça que nous cherchons, nous, à donner un plus à notre collection. Donc les mannequins contribuent à quelque chose. Mais ce n'est pas le mannequin qui fait le travail. Viens accomplir le travail que tu as fait. Donc si tu n'as pas fait un bon travail, le mannequin peut être démonstratif, n'importe comment. Ils ne sont pas indispensables. C'est une chaîne. Ils peuvent être indispensables, mais ça contribue. C'est comme si on fait de la publicité. Okay. Si vous voulez faire la publicité, il faut choisir les lumières, tout ce que vous devez faire pour. Sinon, le client qui vient directement à vous porte le vêtement et n'est pas votre mannequin. Donc, on peut dire là que les mannequins sont indispensables. Mais pour faire un défilé de mode, le défilé de mode, c'est quoi? Je vais vous dire l'origine même du défilé de mode. Oui. Le défilé de mode, c'est venu dans les années après la guerre. Mais il faut te dire que moi, j'ai un secret du défilé de mode. C'est quoi? Ce défilé de mode vient du Bénin. Ah bon? Oui. Ça, c'est un secret. Les gens ne vous diront jamais. C'est le phénomène égout. Okay. On court dans un couvent, on annonce une date, on met la plateforme démonstrative, c'est ça, et on annonce la sortie de l'égout qui est chichement habillé. Le revenant. Le revenant. Et c'est ça qui est le phénomène défilé. Parce qu'avant ça, d'abord mes parents ailleurs là ne sont pas partis en France. Mais ils font leur égout ici. Mais c'est eux qui sont venus ici. Et c'est venu, avant on ne faisait pas le défilé de mode. Donc il a fallu que la France sorte ce phénomène de défilé de mode pour damer le pignon à l'Italie qui était le maître de l'habillement. D'accord. Merci de nous avoir replongé dans l'historique justement du défilé de mode. Mais dites-nous, aujourd'hui au Bénin, qu'est-ce qui freine l'essor de la mode béninoise? Bon, la première chose, c'est la formation. Il n'y a pas eu d'école primaire, secondaire, universitaire. Pour former les créateurs. Oui, pour former, pas seulement les créateurs, les modélistes, tout. Donc, ils sont formés sur le tas. Et si Dieu ne vous donne pas le grand talent, vous ne pouvez pas. Et on triche, quoi. Il y a beaucoup de tricheries où je suis tel, mais vous n'êtes pas. Mais comme on ne fait pas dénigrer les gens, on se tait, on regarde. Et ce facteur-là, si on installe des unités d'études, on va commencer à régler le problème. Maintenant, il faut de design, c'est-à-dire que de l'étude, il faut maintenant le savoir-faire. Et ce savoir-faire, il faut que ça dure un temps pour être anobli, parce qu'il n'y a pas de jeune talent. Le talent se cultive et devient talent. Vous avez des embryons, mais vous devez faire l'expérience après la maîtrise du domaine. Pour dire 10 ans, 15 ans au moins, pour que vous soyez mais lorsqu'on entend certaines personnes s'exprimer, elles disent que ce n'est pas souvent facile de gagner sa vie tout en étant dans la mode. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus l'invasion du territoire avec les prêt-à-porter et les friperies. C'est vrai, parce que nous avons laissé notre terrain à d'autres qui font et viennent nous les vendre. C'est à nous de combattre ça. Il y a les normes. Quelque part, est-ce que ce n'est pas parce que ce qui est créé de façon locale revient plus cher que les autres préfèrent aller? Non. C'est-à-dire que vous entrez dans le domaine des coûts. Oui. Ça, c'est aussi un grand facteur. Oui, mais ce n'est pas le coût là. Il n'y a jamais le beau
qui soit moins cher. Si c'est qualité, qualité c'est quoi? Matière, les entrants, tout ce que vous... Et après tout, ce que ça dégage comme beauté. Si tout ça est rempli, ça ne peut pas être moins cher. Donc, ce que vous dites là, c'est la grande production, c'est la masse de production. Le tissu est acheté en grande quantité. On court 10 000 exemplaires d'un modèle. Ça ne peut jamais comme ce que moi, je fais. Parce que je fais des pièces presque uniques parce que je n'ai pas... La mode, ce n'est pas la grande diffusion seule. Il y a la haute couture, il y a le prêt-à-porter, il y a la grande diffusion. C'est-à-dire que, voilà, donc si vous voulez avoir des produits un peu comme, et c'est pas moi, les bracelets de Suisse, vous ne pouvez pas payer le même coût que celui qui a les bracelets de la Chine. En raison de l'essor de la technologie, l'industrie de la mode fera ou fait déjà face à de nouveaux défis, n'est-ce pas? Oui. C'est clair que, bon, moi je suis un peu peiné de dire certaines choses. Hein. Le coton que nous utilisons, le coton est cultivé au Bénin, mais c'est la Suisse qui a la meilleure qualité de coton, alors que le territoire suisse ne produit pas de coton. Parce qu'ils ont mis l'accent sur la technologie pointue pour sortir des produits raffinés en coton. Et nous sommes encore au tissage. Il faut ça. Importer la technologie. Oui, et pouvoir mettre en valeur, installer ici des productions de textiles. D'accord, très bien. Nous allons rapidement parler, parce que le temps s'égrène déjà, de cette initiative gouvernementale de faire du mois de juillet, justement, le mois de la mode au Bénin. Selon vous, quel contenu peut-on C'est-à-dire que si quelqu'un déjà pense à vous, il faut l'applaudir. Donc vous applaudissez le gouvernement. D'abord ça. Maintenant, ce qu'on va mettre dedans là, si on nous voit, on va dire ce qu'on doit faire. Mais selon vous, déjà, en tant que si nous vous prenions... Oui, c'est bon. Je dis c'est bon parce que moi, je refusais de faire un défilé au Bénin. J'ai déjà refusé. Si je fais un défilé, c'est un défilé personnel que je fais. Je ne fais plus un défilé de groupe. Mais quand l'initiative est venue, il dit, ah non, il faut soutenir ça. Parce que quelqu'un pense à vous. Mais avant, on n'a pas pensé à ça. Donc, si on a pensé à nous, donc, mettons. Donc, avant le 31 juillet de l'année prochaine, le 1er juillet du mois jusqu'au 31, nous allons travailler maintenant, voilà, 2019, nous allons travailler maintenant pour que certaines choses se règlent. Oui, déjà quelques idées. Si on vous demandait... Vous créateur, oui, allez-y. Déjà quelques idées. Si on vous demandait de meubler justement le mois de juillet, qu'est-ce que vous allez proposer? L'année, moi je vais commencer par l'année 2019. D'abord, il nous faut une rue de la mode. Une rue de la mode. C'est-à-dire qu'on peut l'associer avec les restaurants, une rue où les créateurs, on ne peut pas être à Guadio-Médé, l'autre est à Vossa, l'autre est dans un vent de la rêve vive, etc. Non, ça ne sert pas mode ça. Il faut un regroupement, au moins 10 maisons de couture sur une ligne donnée, ça rehausse un peu comme on va aux Champs-Élysées. Voilà. Ça, c'est un avec facteur. Des galeries. Après le mois, il faut une rue. On va même faire venir des grands pour mettre leurs choses dans le... Deuxième chose, il faut industrialiser, ne serait-ce que, c'est dit que la fabrication de chaussures, la fabrication de chemises, des petites industries comme ça, pour nous permettre aux créateurs de produire. On ne peut pas être créateur et en même temps producteur. Si on fait ça, déjà pour un pas, et que la semaine, le mois de la mode vient, c'est déjà un facteur qui donne la matière et à la matière à vendre pour l'international. Tout cela. Voilà. Mais est-ce qu'une dernière question peut-être... Oui, c'est fini, hein, c'est fini. D'accord. Est-ce que vous pensez que le marché est déjà concurrentiel ici au Bénin? Très rapidement. Oui, parce qu'avant, les Gabonais, les Congolais venaient ici acheter. Et ça, c'est presque perdu maintenant. Il faut réactiver ça. Et ça, là, va permettre de réactiver ça. D'accord. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci, grand merci à vous, hein, Jean-Baptiste Ronyovi, styliste béninois de renommée internationale, d'être passé dans cette émission, nous parler de la mode et de ce qu'il faut faire pour que cela soit un vecteur de développement. Merci d'être passé. Merci également à vous, Marcel Arrossi. Cette émission Wikeko est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi, toute l'équipe technique et de préparation également. Vous remercie et vous donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 11h. C'est bien sûr Wikeko. Sachez que chaque
jour est une opportunité et que vous devez saisir la vôtre dès maintenant. Au revoir et à bientôt.